La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. La cabane des secrets. Un invité qui parle de sa vie, son œuvre, son parcours, ses engagements, ses résonances avec la société. C'est tout l'éclectisme du monde qui se retrouve dans la cabane des secrets. Un moment intime et privilégié avec des personnalités qui se racontent pour raconter le monde. Une émission produite par Antoine Guillot, réalisée par Jérémy Buatier. Il y a 77 ans, les Russes libéraient le camp de concentration Auschwitz-Birkenau. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un entretien et pour l'histoire extraordinaire d'un homme ordinaire, un homme comme vous et moi. Ou quand les histoires intimes s'inscrivent dans notre grande histoire commune. Aujourd'hui, il s'agit de raconter pour ne pas oublier. Il s'agit de se raconter pour exister, à la recherche du sens, d'un sens. Et en fait, de tout temps, ne serait-ce pas ça l'essence de nos vies, la quête infinie contre la vanité. Robert Lévy, bonjour. Bonjour. Heureux de te retrouver à ce micro pour aborder avec toi ce parcours de vie assez incroyable dès ta naissance. Donc aujourd'hui tu vis à Annecy paisiblement. Tu as quel âge ? 82 ans, bientôt 83. Bientôt 83. Donc tu es né en 39 dans la région parisienne. Et tu vis tes premières années à Paris. Évidemment, en 1939, ça résonne dans nos têtes tout de suite. Il y a la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale qui se déclare. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est ta vie à ce moment-là ? Moi je suis né en 39. Mes parents étaient des émigrés turcs, tous les deux. Ils se sont rencontrés à Paris. Et ils se sont mariés, donc, et puis moi je suis né en 39 à Paris. Je suppose que j'ai eu une toute petite enfance assez heureuse. Mes parents ont été arrêtés en 43, dans l'année 43, en novembre 43, et ils ont été déportés. J'ai le numéro du train numéro 63, parti le 12 décembre 43. Du camp de la gare de Bobigny, puisqu'il n'y avait pas de gare à Drancy. Donc ils sont partis le 12 décembre 43 pour Auschwitz. Mon père est revenu. J'ai retrouvé mon père dans l'année 40, à partir de 1946. Ma mère, elle, est jamais revenue. Voilà, donc de ce temps, j'ai quasiment un trou noir jusqu'en 46, puisque j'ai retrouvé mon père en 46, il s'est remarié en 48, et à partir de là, j'ai eu une enfance peut-être pas chaleureuse, mais une enfance normale, disons, voilà. Mais ce trou noir, je l'ai eu toute ma vie. J'ai jamais su. Mon père n'a jamais parlé. Il n'a jamais voulu répondre à mes questions. Et j'ai jamais su ce qui s'était passé. Jusqu'à une période assez récente où on a reçu un jour une lettre d'un monsieur qui me disait voilà, je suis à la recherche d'un enfant qui est né en 1939 et qui s'appelle Robert Lévy et qui pourrait être vous. Est-ce que c'est vous ? Donc voilà, effectivement, la famille qui m'a sauvé la vie, qui m'a protégé pendant la guerre, m'a raconté cette histoire pour le temps où je ne me souvenais plus, et ils m'ont raconté cette histoire. Voilà, mes parents ont été arrêtés donc en novembre 43. La dame qui m'a sauvé la vie vivait seule avec une fille qui a 5 ans de plus que moi, et qui a toujours 5 ans de plus que moi, puisqu'elle est vivante, heureusement. Et donc, c'est elle qui m'a raconté. C'est cette grande sœur, maintenant que j'appelle ma grande sœur, qui m'a raconté qu'effectivement, sa mère, quand elle a su que mes parents avaient été arrêtés, elle est venue me chercher à l'école.
Elle est venue me chercher à l'école. Et elle m'a gardé avec elle jusqu'à la fin de la guerre. Elle t'a fait passer pour son fils. Elle s'est fait passer, elle, pour ta mère, pour pouvoir te récupérer. Elle a pris des gros risques. Elle a pris des gros risques. Elle a pris des gros risques pour me sauver. Elle a été dénoncée. On a été obligé de partir en province, à la campagne. Vous êtes parti où à ce moment-là ? Alors, dans la région de Tours, exactement. Ni ma grande sœur ni moi, on se rappelle vraiment où c'était, mais c'était dans la région de Tours où cette dame qui me protégeait avait de la famille. Et donc ils ont été dans une ferme, ça s'est mal passé dans la ferme, elle a été se faire embaucher ailleurs, dans une autre ferme, où là ça s'est mieux passé, et on a été protégés jusqu'en 1944 à peu près. Libération de Paris, c'est août 44. Août 44, dès octobre 44, alors que la guerre n'est pas finie, la guerre c'est août 45. Dès août 44, la dame qui me protégeait recevait des organisations juives une pension pour moi. Déjà, moi quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça assez extraordinaire que les organisations puissent encore fonctionner et décident de recenser tous les enfants juifs. Oui, et finalement ont été des organisations qui ont été très réactives. Très réactives, et on ne sait pas par quels moyens elles ont réussi à dresser des listes et tout ça. En tout cas, je sais que là, j'ai des papiers avec moi qui prouvent que dès 1944, dès octobre 44, la dame recevait déjà une pension pour me garder. Voilà. Donc, cette dame a été dénoncée, et tous les policiers à l'époque n'étaient pas tous véreux quand même. Et elle a été avertie par un commissaire de police du 11e arrondissement que les lettres anonymes arrivaient et qu'il fallait qu'elle parte. Donc, elle est partie à ce moment-là, elle est partie dans la région de Tours où elle a travaillé dans les fermes. Sa fille et moi, on gardait les chèvres ou les vaches, j'en sais rien. Et en fait, on travaillait un peu pour être tout simplement nourris, quoi. Nourris, logés, quoi. Voilà. Alors, donc tes parents se sont fait arrêter parce qu'ils étaient juifs. Oui. Quel rapport tu avais dans l'enfance et tu as aujourd'hui avec cette culture, avec cette religion juive ? J'ai pas de rapport particulier avec cette religion, ni avec aucune d'ailleurs. Mais je suis juif, voilà, comme on peut être breton ou auvergnat ou autre chose. J'ai pas d'autres caractéristiques. Quand on est breton, auvergnat ou autre chose et qu'on se revendique comme ça, parce que clairement tu affirmes et que le fait que tu sois juif, mais quand on se revendique d'une culture, d'une identité comme ça, c'est parce que on en a la culture ou la tradition ou la croyance, enfin qu'on a un lien avec ça. Non, quel est toi ton lien avec Non, j'ai pas de lien, si ce n'est que je m'appelle Lévy, et puis cette histoire que je connais, cette histoire de la Shoah ou tout ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui me travaille, qui me fait peur aussi quand on voit le retour de certaines opinions, quand on parle de réhabiliter Pétain, il y a des choses qui me choquent beaucoup. Donc dans là, je peux pas dire ça. Je me suis juré que jamais j'achèterais une voiture allemande ou un truc comme ça. C'est idiot. C'est idiot parce que oui, aujourd'hui, ça a plus de sens. Que tu fasses ce pacte-là en 42, 43, bon, pourquoi pas. Oui, mais là, aujourd'hui, ça a plus de sens. Ouais. Nos voitures sont fabriquées partout dans le monde, excuse-moi, sont fabriquées partout dans le monde, y compris en Allemagne, donc je vois pas pourquoi, voilà. Mais enfin, bon, c'est des choses comme ça. Mais bon, j'ai été en Allemagne une fois ou deux, mais c'était pour le travail, donc c'est vraiment un pays que j'irai pas visiter.
Et la Pologne, retourner, est-ce que tu es déjà retourné sur non. Aller plutôt à Auschwitz? Non. Et ça, est-ce que tu en aurais envie? Est-ce que tu en sens le besoin? Oui. Et tu en sens le besoin maintenant que tu connais l'histoire, que tu connais vraiment ce qui s'est passé? Ou déjà toujours? avant, depuis toujours. Depuis toujours. J'ai jamais eu l'occasion de le faire. D'abord parce que pendant un moment, la Pologne, c'était difficile à y aller. Maintenant, c'est plus ouvert. Mais oui, effectivement. Effectivement. Mais je rappelle qu'il y a eu un camp de déportés en France. Hein, un camp qui s'appelle le Struthof, dans les Vosges. Et il y a eu un camp de déportés. Là, celui-là, je l'ai visité et c'est assez poignant. Alors, c'est pas comme disait, j'ai cité tout à l'heure, comme disait un autre personnage, c'est pas le plus grand cimetière du monde. Parce que Auschwitz, c'est le plus grand cimetière du monde où il n'y a pas de tombe. Voilà. Donc, au Struthof, c'est pas ça. Mais les cabanes sont reconstituées, les chambres de torture sont reconstituées, et les fours sont reconstitués. C'était en France. C'était pas... ce besoin, cette volonté de retourner, enfin d'aller à Auschwitz, à Birkenau, est-ce que... Bon, il y a évidemment l'intérêt que tu peux avoir pour cette page de l'histoire, mais comme on peut tous l'avoir, mais toi, tu as quand même de fait un lien particulier, parce que c'est là-bas que ta maman voilà. a été déportée et décédée. Ouais. Est-ce que du coup, dans ta démarche, il y a cette idée quand même de retrouver les pas et le lieu qu'a pu connaître ta maman et celui qui a pu connaître ton papa, lui? Non, pas forcément. Mais d'abord c'est pour rendre hommage à tous ces gens qui ont disparu finalement. On n'a plus aucune trace. Et puis parce que le devoir de mémoire aussi, c'est important. Le devoir de mémoire, c'est important. Là, j'ai dans les documents, là, je parlais du train 63 qui est parti le 12 décembre à 12h40, à 12h40. 800 personnes à bord. 800 personnes. Et 800 juifs, 22 survivants. Dont mon père. 22 survivants, dont mon père. Et mon père était très très sportif, donc je pense qu'il a été plutôt dans les camps de travail que dans des camps d'extermination. À Auschwitz, il y avait ça, il y avait le camp d'extermination et il y avait, quand on dit Auschwitz-Birkenau, il y avait tout ce qu'ils appelaient les commandos autour, qui servaient de main-d'œuvre taillable et corvéable à merci. Dans ce train, il y avait le frère de ton père aussi, ton oncle? Oui, mon oncle mon père a retrouvé son frère à Auschwitz et il l'a vu mourir devant lui. De faim. De faim. Ça, ce sont des choses dont ton père a jamais réussi à te parler et à parler. Un petit peu ce genre de choses, quoi. Il m'a parlé de son frère. Mais il m'a raconté qu'on se battait pour les épluchures de pommes de terre, quoi. C'était l'horreur. L'horreur. Et quand il est revenu, je crois qu'il avait perdu une 30aine de kilos, quoi. Est-ce que... à quel endroit est-ce que... Bon, la question peut paraître naïve, mais à quel endroit, toi l'ayant vu de près avec ton papa, à quel endroit est détruit à jamais une part d'humanité, d'espoir chez les personnes qui ont pu sortir de ces camps? Il a repris une vie normale, une vie normale, mais je pense qu'il y avait des choses qui étaient inoubliables. Son numéro sur le bras était ineffaçable. Je pense que c'est une partie de sa vie où il a tellement souffert qu'il a fait semblant d'oublier, quoi. Je crois. Tu te souviens de son numéro? Non, je regrette maintenant. Je regrette maintenant. J'essaye d'oublier, mais lui, il le connaissait par cœur en allemand. Oui. Il le connaissait par cœur en allemand parce que c'était son identité. C'était son identité au moment où il était là-bas, quoi. Il n'y avait pas d'autre identité. On ne l'appelait pas par son nom ni son prénom, on l'appelait par son numéro. Et donc, il le connaissait par cœur et en allemand. Tu parlais tout à l'heure du devoir de mémoire, notamment avec certains discours, certaines choses qu'on peut entendre aujourd'hui.
Quel rôle tu considères avoir, toi, dans ce devoir de mémoire, ce devoir de témoignage, de rescapé finalement, de témoin malgré toi de ce bout d'histoire du XXe siècle? Moi, j'en parle beaucoup avec mon fils. J'en parle un peu moins avec mes petits-enfants, mais je vais en parler beaucoup avec mes petits-enfants aussi, j'essaierai d'en parler beaucoup. Et puis, si on me demande de participer à une opération dans une école ou tout ça, ça sera vraiment très, très volontiers. Mais c'est important pour toi? Ah oui, c'est très important. C'est presque un acte militant que de faire ça. Oui, oui. Et quel sens tu donnes à ce devoir de témoignage? Il faut pas oublier, quoi. Je veux dire, c'est ça. Je sais pas qui a dit ça, mais qui a dit pardonne, mais n'oublie pas. C'est ça. On peut pas en vouloir éternellement à des gens, mais il faut se rappeler que ça a existé, vraiment, que c'est pas une invention de l'esprit. Ça a existé, et c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est ça qu'il faut se rappeler. C'est important. C'est important. Il y a plus de survivants maintenant. Il n'y a plus de survivants, il y a un ou deux, c'est tout, quoi. C'est fou. Donc tu considères que c'est à ta génération là de prendre le flambeau? Bien sûr, et il faut vite que je transmette le flambeau à mon fils et à mes petits-enfants. Et comment tu expliques que toi tu sens ce besoin-là, mais viscéral, de témoigner, de porter cette parole-là pour ne pas oublier? Ton père, justement, n'était pas du tout dans cette disposition-là, parce qu'il ne voulait pas parler de ce qui lui est arrivé. Non, mais c'était le lot de presque tous les déportés. Quand ils sont revenus, on ne voulait pas qu'ils parlent. On ne voulait pas. On avait autre chose à faire. Il fallait reconstruire le pays. Reconstruire le pays, il fallait autre chose. On leur disait, bon, c'est vrai, c'était horrible, mais bon, ça suffit, on passe à autre chose, quoi. Parce qu'on ne se rendait pas compte. Je ne sais pas si on ne se rendait pas compte, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de misère. C'était pas la seule. Les déportés qui revenaient, c'était l'horreur, mais c'était pas la seule misère. La France avait faim, la France avait froid, la misère était grande, donc c'était une des misères parmi d'autres, et je pense que... Mais je crois qu'on leur a dit non, ça suffit, quoi. Maintenant, ça y est, c'est fini, c'est derrière nous, il faut oublier, quoi. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier, c'est pas possible. Et pourtant, ton papa décède en 89, oui. Donc beaucoup plus tard. En 89, enfin entre 45 et 89, cette parole, elle s'est quand même largement libérée, et on a cherché à des témoignages, on a cherché à comprendre et à entendre ce qui s'est passé, à reconstituer, etc. Même si c'est pas arrivé tout de suite dès la fin des années 40, mais quand même. À ce moment-là, ton père ne voulait plus... Enfin, c'était impossible pour lui de mettre des mots sur oui, c'est ça, il voulait pas en parler. Il a adhéré à l'association des anciens résistants et déportés, mais la FNDIRP, je crois, la Fédération nationale des déportants et internés, enfin bon. Et donc, il a adhéré à cette association. Il a cotisé, je pense, jusqu'à la fin de ses jours, mais il ne souhaitait pas militer. C'était un adhérent, mais il ne souhaitait pas militer. Puis c'est vrai que bon, il était limité en moyens, il ne pouvait pas non plus, il se déplaçait difficilement. Enfin bon, voilà. Donc c'était vraiment Mais là, je suis content, moi, d'avoir retrouvé justement cette période de ma vie où j'avais fait complètement le blackout. Alors justement, tu as retrouvé, on l'a dit il y a très peu de temps, tu as retrouvé les éléments pour reconstituer cette période qui était complètement vide, sans aucun élément pour toi. Comment est-ce que, et notamment dès l'adolescence, comment est-ce qu'on se construit, comment est-ce qu'on construit son identité sans savoir d'où on vient, sans savoir ce qui s'est passé? Puisque tu savais quand même dès le début que ta maman avait été déportée et n'est jamais revenue. Est-ce que d'ailleurs il y a un moment où on se rend compte vraiment de ce qui s'est passé? Non, il n'y a pas de moment où on se rend compte. On subit les choses, on vit. Mon père,
quand il m'a repris en 1946, avant de me reprendre, il venait me voir parce qu'il était lui aussi dans un sanatorium pour se refaire un peu la santé. Moi, j'étais dans des associations de protection de l'enfance, juives, hein, sûrement, parce que je ne sais pas. Mais il venait me voir le dimanche, et puis un jour, il est revenu avec une dame, et puis il est venu me voir, et puis il est revenu 2-3 fois, et puis un jour, il m'a dit, celle-là, tu l'appelleras maman. Alors voilà, j'avais 7 ans, 8 ans, c'est ce que j'ai fait, quoi. Je dirais pas que j'ai subi, mais on vit la vie comme ça, comme elle vient, quoi. Comme elle vient, j'avais perdu ma maman, c'est beaucoup plus tard, c'est presque maintenant que je pense beaucoup à ma mère, mais encore, j'ai quelques photos, pas beaucoup, et puis c'est tout, quoi. C'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Mais c'est vrai que dans ma vie, ça a été, moi, j'ai souvent cherché le côté maternel des femmes, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, c'est un manque qui ne... Et tu t'es construit avec ce fantôme, quoi, voilà, absolument. Avec ce manque-là. Absolument. Donc, pas de... Non, ça s'est construit comme ça. Mais il y a bien un moment, par exemple, au collège, en cours d'histoire, quand on vous parlait, alors je ne sais pas comment on en parlait à début des années 50, mais quand on vous parlait de ce qui s'est passé pendant la guerre, où tu te dis, oui, ça, mon papa, ma maman y étaient, quoi. Oui, mais je crois que faut se rappeler l'époque, dans les années 50, les cours d'histoire, ça s'arrêtait en 39. Hein. On ne te racontait pas la guerre, hein, dans les années 50. On disait qu'il y avait eu la guerre, d'accord, mais on n'expliquait pas pourquoi ni comment. Alors que c'est après que l'histoire c'est incorporé au livre scolaire, mais dans les années 50, on ne te racontait pas la guerre. On disait, oui, effectivement, il y a eu la guerre, les Allemands et tout ça, mais on ne racontait pas tout, quoi. On ne disait pas tout. La montée du fascisme, les grandes grèves de 36, tout ça, on n'en parlait pas pendant les histoires. Même ça, même les sûr. Années 30. Mais non, bien sûr. C'était trop tôt, quoi. C'était trop tôt, et puis Parce que c'était encore sujet délicat, ou parce que on n'avait pas le recul, et alors, je pense qu'on n'avait pas le recul. D'écrire avant que ça rentre dans les livres d'histoire. Oui, voilà, écrire l'histoire, c'est plus long que ça. C'est plus long que ça. D'accord. Tu saurais dire à peu près quand c'est arrivé dans les livres d'histoire ? Non, je me souviens pas. Parce que comment, enfin, je me pose la question, moi avec mes yeux de jeune trentenaire, donc qui est temporellement très éloigné de cette époque-là. Comment est-ce qu'on se rend compte de ce qui s'est passé, de ce qu'est et comment est-ce qu'on se conçoit un camp de concentration, si justement il n'y a pas le témoignage de ceux qui l'ont vécu et qu'il n'y a pas les livres d'histoire? Enfin, on peut pas inventer quelque chose comme ça dans la tête d'un adolescent. On peut pas inventer. Non, c'est sûr. On peut pas imaginer quelque chose pareil. C'est sûr, mais bon, c'est un peu, c'est peut-être ma curiosité, mais je lis l'histoire. Là, c'est dans les années 50, c'est 5 ans après. Hein. Oui. C'est pas, ça se fait pas. Est-ce que on étudie actuellement dans les livres d'histoire le septennat de Chirac ou Giscard d'Estaing? C'est pas sûr. Et ça fait 30 ans. Oui. Et ça fait 30 ans, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc, tu vois, dans les années 50, on n'étudiait pas l'année 45. Hein. Alors, quelques années après, est-ce que ça a un lien peut-être que c'est le hasard, mais quelques années après, donc à 17 ans, tu commences à travailler. Oui. Et tu commences à travailler dans le monde de l'édition. Parce que tu t'es retrouvé à 13 ans, tu t'es retrouvé à devoir passer le certificat d'études. Alors, à 13 ans, je me retrouve dans une école, je suis en fin d'études, donc j'avais 1 an d'avance, c'était bien. Et on ne pouvait pas passer le certificat d'études à 13 ans. J'étais dans la classe du certif, mais on ne pouvait pas passer le certificat d'études, c'était 14 ans, obligatoire. Donc, je me retrouve dans une école à Paris, où dans le même bâtiment, il y a un cours complémentaire industriel, on appelait ça, un cours d'apprentissage.
d'apprentissage des métiers du livre. La typographie, l'impression, la reliure et la dorure. Les métiers d'art liés au livre. Et donc, mes parents me disent, tu ferais bien un typo. Moi, mon père travaillait à l'époque comme OS, on dira OS, mais c'était Grouillot dans les bureaux parisiens libérés. Il m'a dit, les typos, ils sont bien payés, et puis ça marche pas mal. Et donc, il m'a dit, écoute, si ça te tente, fais ça. Bon, à l'époque, j'avais pas d'amour privilégié pour ce métier, mais c'est un métier, la typographie, c'est quand même un métier c'était un beau métier, qui a disparu aujourd'hui, mais c'était un beau métier, ça reste un métier d'art. Et donc, ça m'a bien plu. Et puis, j'ai continué. Il y avait 4 ans d'apprentissage. Et au bout de ces 4 ans d'apprentissage, j'en avais 17 ans. Et nos professeurs, qui étaient nos professeurs de technique, qui étaient des anciens ouvriers, nous disent, quand vous sortez de l'école, la première chose que vous faites, vous allez vous syndiquer. C'est le syndicat du livre toute votre vie, Donc c'est ce que j'ai fait, bien sûr. Et effectivement, toute ma vie professionnelle, j'ai été délégué, j'ai même été permanent au syndicat du livre, justement, pendant quelques années. Et j'ai toujours travaillé en étant syndiqué, en étant délégué. J'ai un peu une grande gueule, donc ça marche pas mal, quoi. Et donc le début du travail et le début du syndicalisme, c'est en 57. 57. Donc en tant qu'ouvrier typographe. Oui. Ouvrier typographe, est-ce que tu peux définir un petit peu ce que c'est? Parce que c'est ce que tu disais, un métier qui n'existe plus. Qui n'existe plus. C'était un métier où les gens se rappellent un petit peu, où on mettait les lettres les unes après les autres, à côté les autres, on fabriquait une chose, la chose imprimée comme ça. C'est des petits éléments en plomb où on met les lettres les unes à côté des autres pour former des mots, des lignes et tout ça, et des pages. Et c'était vraiment un métier là parce qu'on faisait plein de choses en plomb. Il y avait une foule de choses, des décorations, on fait des livres, on fait des journaux, on fait vraiment plein de choses. Et donc, j'ai été au syndicat du livre, j'ai trouvé du boulot tout de suite, et j'ai jamais eu, dans ma vie de salarié, un jour de chômage. Parce on s'en rend pas compte aujourd'hui, mais à l'époque, le syndicat, et notamment celui du livre, avait un pouvoir colossal. Il était puissant parce que c'était bien sûr la CGT, il y avait les ouvriers FO, mais ils étaient très minoritaires. En plus, le syndicat avait comment dirais-je, on a appelé ça le monopole de l'emploi, ce qui est un peu faux, mais c'était quand même ça. C'était faux en ce sens où il avait été négocié à la Libération avec les patrons de journaux que un journal, c'est quelque chose de très flexible. C'est très flexible. Un jour, il fait 8 pages, le lendemain, il en fait 16, 2 jours après, il en fait 12. Quand il y a le Tour de France, il y a 5 pages de plus dans l'équipe. Quand il y a les élections présidentielles, c'est bien sûr 10, 12, 15 pages de plus, mais du jour au lendemain. Mmh. Et donc, dans les imprimeries des journaux, les patrons ont besoin d'ouvriers, mais d'ouvriers temporaires, puisque un jour on fait 10 pages, fluctuant, quoi. Le côté fluctuant, ça les arrangeait bien d'avoir un syndicat qui pouvait gérer le personnel. Et effectivement, les délégués du personnel géraient le personnel. Le rédacteur en chef envoyait demain on fait 4 pages de plus. Donc on fait 4 pages de plus, mais pas avec le même effectif, c'est pas possible. Donc on fait et puis après, le surlendemain, on en fait 12 de plus. Et donc, les délégués s'adressaient ou au syndicat ou à leurs collègues délégués de la place parisienne pour avoir ce qu'on appelait des services en plus. Donc, les gens venaient d'autres journaux pour effectuer
un ou deux services dans le journal qu'on l'appelait, et il y avait toute une équipe de typos, mais c'était pareil à l'imprimerie ou aux messageries, il y avait toute une équipe de typos qui n'avaient pas d'emploi fixe. Ils travaillaient à la journée. Un jour, ils faisaient dans mais une ils travaillaient tous les jours. Mais ils travaillaient tous les jours. Ouais. Mais ils travaillaient tous les jours. Une fois, c'était pour Libération, une autre fois pour l'Équipe, une autre fois pour l'UMA, pour le Parisien, pour le Figaro. Et il n'y avait pas de couleur de préférence. Chaque journal avait une équipe fixe. Mais bon, c'était comme ça, c'était le hasard. Et quand on avait besoin de personnel, on appelait les copains, les uns les autres. Et évidemment, vous venez faire un service, il vient faire un service. On s'adressait toujours aux délégués. C'était pas le copinage. On s'adressait toujours aux délégués du Figaro pour avoir du personnel à l'UMA, ce qui est bizarre, mais c'est comme ça. Et il y avait aussi, pareil, pour le Parisien, pour l'équipe, pour tout ça, il y avait toujours une équipe fixe. Parce que les imprimeries étaient rattachées, en tout cas, les imprimeries et les services de typo. Parce que toi, tu étais rattaché à l'imprimerie, mais étais rattaché au journal. Quand on vieillissait dans le métier, on arrivait à se faire une place dans un journal, puisque les copains partaient à la retraite, il y avait toujours une équipe minimum dans tous les journaux. 10, 15, 20 ou 30 ouvriers permanents, mais pour les pages supplémentaires, il fallait aller chercher dans les intérims, les intérims, voilà. Et il y avait toujours, et c'est comme ça qu'on rentrait dans la presse, comme ouvrier de presse. On commençait par faire toutes les imprimeries en fonction des besoins. Et après, quand il y avait une place qui se libérait à tel ou tel endroit, on ne nous demandait pas notre avis, on disait maintenant tu vas être permanent pour le Parisien, permanent pour l'équipe, permanent pour l'UMA, voilà. Donc voilà, on imprimait tout sans avoir à mettre le nez dans. Donc en fait, quand on était ouvrier, on était obligé ou presque. Enfin, peut-être que le presque est en trop, d'être syndiqué. Non, c'était obligé ou presque, oui, c'était ça, oui. Oui, tout le monde l'était. Tout le monde l'était. Tout le monde l'était. D'ailleurs, il y avait, dans tous les journaux, il y avait le label syndical qui était, quand on avait l'ours, ce qu'on appelle l'ours, dans les journaux, il y a... Donc avec le crédit, le nom de tous ceux qui ont fabriqué les rédacteurs, et il y avait en bas... le nom du syndicat. Le nom du syndicat. Ce journal a été imprimé par les ouvriers du livre, syndiqués au syndicat. Voilà. Et du coup, qui dit syndicat dit sensibilité de gauche. Oui, bien sûr. Oui, donc quand on est ouvrier du livre en France à cette époque-là, on vote forcément à gauche. Pas forcément. Moi, j'ai eu les copains qui étaient qui étaient au syndicat, qui adhéraient au syndicat, mais uniquement pour pouvoir travailler. Et ils n'étaient pas forcément des gens embrigadés à gauche. Ils défendaient leur gagne-pain. Et c'est vrai que dans les manifestations syndicales, ils venaient aussi. Mais en tout cas, au point de vue politique, non, ils n'étaient pas forcément c'était pas des rouges, c'était pas ça. C'était pas ça. Et tu l'assumes et tu te définis même très clairement comme ça. Tu as une sensibilité de gauche, très clairement de gauche. D'où vient pour toi cette culture de gauche ? Alors c'est peut-être justement, là on revient à mes origines, c'est peut-être ça aussi. J'ai toujours été intéressé par les bouquins de résistance, par l'histoire de la déportation, bien sûr, mais j'ai toujours essayé de connaître l'histoire de la résistance, et celle-là, je la connais un petit peu quand même. Je la connais un petit peu. Voilà, c'est pour ça. Mais bon, et puis c'est ça, ma sensibilité de gauche, elle reste. Elle reste même maintenant, je veux dire que... Oui, oui, mais c'est l'histoire d'une vie, enfin, c'est lié à toi, clairement. Oui, ça, c'est l'histoire d'une vie. Il y a ton papa aussi qui votait à gauche. Oui, qui votait à gauche, mais oui, pour des raisons plus anecdotiques, si je puis dire, quoique c'était pas une anecdote. Lui, le camp d'Auschwitz a été libéré par les Russes. Et il leur en a gardé une résistance, une reconnaissance. Une reconnaissance éternelle, voilà. Et donc, en France, il votait communiste, voilà. Mais il a changé après, il a reçu un certificat du général de Gaulle à l'époque où le général rendait hommage aux anciens déportés. Et là, après, il a voté gaulliste. Il a voté les générales de Gaulle. Mais bon, à mon grand dame, je lui disais, mais c'est une connerie. Mais enfin bon, c'est comme ça. Voilà. Parce que à l'époque, nous, la façon dont on reçoit l'histoire, encore une fois, pour ma génération trentenaire ou celle encore plus jeune,
On a du mal à s'imaginer ce qu'il y avait en face de Gaulle dans ces années-là. Ah bah il y avait le Parti communiste qui était très fort. Qui était très fort. Ouais. Le général de Gaulle à la Libération avait des ministres communistes dans son gouvernement. Le Parti communiste, c'était 25% de voix aux élections. C'était des députés dans toute la France, c'était des villes entières qui étaient gérées par les communistes. C'était un mouvement extrêmement puissant. Puissant. Et à l'époque, qui était diabolisé, notamment à cause de la guerre froide. Oui, bien sûr. Ça a été diabolisé, bien sûr. Bien sûr, c'était avec la guerre froide, un syndicat comme Force ouvrière, c'est une notoriété publique qui a été financée par la CIA, qui est montée en puissance après la guerre. Oui, quand on était communiste, on était des suppônes de Moscou, et voilà, c'était ça, quoi. Alors c'était pas faux, mais c'était pas faux. C'est sûr que l'international communiste était important, c'était un peu la voie importante. Mais moi j'étais plutôt un communiste social. J'étais pas. Alors justement, toi qui as vécu ces années-là, est-ce que rapidement tu peux défricher un petit peu tous ces courants de gauche et notamment communistes, entre les trotskistes, les maoïstes, le PCF? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ce sont pas les mêmes courants. Non, et typiquement, toi, tu te définirais tout. Pas comme trotskiste, quoi. Mais non, pourquoi? Non, un petit peu anarcho-syndicaliste, un petit peu. Tu vois, c'est parce que parce que le syndicat du livre, c'était un peu ça quand même. Il y avait quand même, mais il y avait de tout. Donc, dans le syndicat du livre, il y avait de tout. Il y avait les francs-maçons, il y avait il y avait de tout. Ouais. Anarcho-syndicaliste, comment on pourrait définir? C'est déjà une organisation horizontale de la société, de la hiérarchie. Alors, je dirais pas ça. Je dirais un peu de la résistance. Un peu de la résistance. Il faut peut-être pas trop nous marcher sur les pieds, quoi. Demain sera mieux. Demain sera mieux si on est tous d'accord, si on veut faire ça. Si on est tous d'accord pour être un narco-syndicaliste. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Les jours heureux, moi j'y crois, mais bon, là maintenant c'est fini, quoi. Tu crois encore aujourd'hui? Ah oui, c'est pas possible qu'on reste comme ça. C'est pas possible qu'on reste dans des régimes. Il y a un moment où ça va basculer. Dans des régimes quoi, néolibéraux? Oui, néolibéraux, capitalisme. Ouais. À mon avis, le capitalisme, il va mourir. Au profit du communisme? Pas forcément. Ça peut être une organisation différente. Mais c'est pas possible que l'argent fasse tout, quoi. Il y a un moment, on va. Attendez, actuellement, toute la presse parisienne est aux mains de 5 milliardaires, quoi. Mais est-ce qu'on dit pas ça depuis 150 ans? Enfin, Marx et Engels, ils disaient déjà ça. Bien sûr, il disait ça. Mais il y a les mouvements révolutionnaires ne naissent pas forcément. Ça éclate. À un moment, ça éclate. Ouais. Ça éclate. En 36, c'est pas le Parti communiste qui a réveillé les ouvriers, c'est pas vrai. En 36, c'est les ouvriers qui se sont réveillés contre le gouvernement de Léon Blum. Contre le gouvernement de Léon Blum. S'il n'y avait pas eu les grèves, il faut se rappeler que les grèves de 36, c'est pas les grèves qui ont amené Léon Blum au pouvoir. Blum a été élu, normalement, avec l'appui du Parti communiste, mais les grèves ont lieu après. Les grandes conquêtes sociales de 36, c'est pas Léon Blum. Et on lui a forcé la main. Toutes les usines en grève et tout ça, c'était après. C'était pas au moment des élections de 36. Quand tu parles des grandes conquêtes sociales, on voit à peu près de quoi tu parles, mais tu peux préciser, ça fait pas de mal de rappeler ce qui s'est passé dans ces années-là. Dans ces années-là, la semaine de 40 heures, on ne connaissait pas. Les ouvriers travaillaient le samedi, le dimanche. Les enfants travaillaient. Les enfants dans les mines, ça a été connu. Les congés payés, on a commencé par 15 jours de vacances au moment des grèves de 36. Je précise, des grèves, pas du Front populaire.
mais des grèves de 36. Donc, c'est quand même important de le dire. C'est important de le dire. Et à l'époque, les ouvriers, c'était quand on manifestait le 1er mai, le 1er mai n'était pas un jour chômé, c'était un jour de manifestation. Et dans bien des métiers, quand on manifestait le 1er mai, quand on faisait grève, parce que c'était pas payé. Non seulement on n'était pas payé, mais on était viré. On était viré le lendemain. Parce qu'on avait fait grève le 1er mai. C'était pas seulement ça. Et donc, c'était quand même, c'est important de le dire, il y avait des conditions de travail qui étaient exécrables. Et les grèves de 36 ont amené un petit peu de réglementation là-dedans. Alors, il y a eu 2 événements marquants dans ta vie professionnelle, et notamment de syndiqués et voire même de militants politiques. Là, on est en 1962, donc en pleine guerre d'Algérie, et il se passe quelque chose à Paris. Oui, il s'est passé... Alors, il y a 62, 61, il y a eu les Arabes dans la Seine. La nuit noire d'octobre. Oui. Voilà, et puis en 62, l'OAS, qui était une organisation armée secrète, une organisation armée qui militait violemment contre l'Algérie libre, enfin, eux, c'était l'Algérie française, pas l'Algérie algérienne, avant les accords d'Évian. Et ils avaient fait de grosses manifestations. Ils faisaient des attentats. Des attentats, il y a eu quelques attentats à Paris. Ils faisaient les attentats en Algérie, bien sûr, mais il y a eu les attentats à Paris, et qui ont généré une énorme manifestation anti-OAS. Et... anti-OAS, une énorme manifestation à Paris. Et il y a donc beaucoup d'ouvriers qui étaient dans la rue. Et il y a eu ce qu'on a appelé après les événements de Charonne. Cette manifestation pacifique a été réprimée violemment par la police. Police de Paris, dirigée par un certain Maurice Papon, qui était, il faut se le rappeler, préfet de la Gironde, et qui a organisé la déportation des Juifs de Gironde, même s'ils s'en est défendu après, mais les preuves sont là. Les preuves sont là, il a été condamné pour ça. Mais c'était encore lui qui dirigeait la police parisienne quand elle a massacré les manifestants. Les événements de Charonne, c'est 8 morts. Et donc, ça a été... Moi, j'étais à cette manifestation, j'ai pas vécu sur place la répression policière. À un moment, je suis parti. Bon, je pense qu'on a dû courir parce que les flics arrivaient. On s'est un peu sauvés. Je suis rentré chez moi et le soir même, à la radio, j'entendais qu'il y a eu 9 morts. Et là, ça a été le déclic. Le lendemain, en arrivant au boulot, j'ai adhéré au Parti communiste. Voilà. C'est rapide, mais il y avait un ça. Bureau d'adhésion, évidemment, au syndicat. C'était pas au syndicat. C'était un peu différencié, mais j'avais des copains qui étaient communistes, que je connaissais bien au boulot, et je leur ai dit, voilà, si vous voulez m'inscrire dans votre cellule, j'y vais, quoi. Quand on est à une manifestation comme ça, qu'on entend le soir à la radio qu'il y a eu ce drame-là, qu'est-ce qu'on se dit? Ça aurait pu être moi? Ah oui, tout à fait, parce que bon, on était des milliers dans la rue. On était des milliers dans la rue ce jour-là pour manifester contre l'OAS et contre ses exactions, quoi. Je veux dire qu'elle avait posé des bombes devant la maison d'un député. Il y a eu une fillette qui a été complètement défigurée. Il y a eu, des trucs atroces. Donc c'était quand même, c'était le fascisme. Hein. L'OAS, c'était le fascisme. Donc voilà, quoi. Et le fascisme, c'est aussi la guerre 39-45. Hein. Donc ça revenait. Donc voilà. Donc tout de suite, on se révolte. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne sait pas trop, mais on se révolte. C'est le point levé contre l'injustice. Absolument. L'enterrement des morts de Charonne, ça a été une manifestation monstrueuse à Paris, 1 million de personnes dans la rue qui disaient rien. Qui ont suivi le cortège des cercueils
pour emmener les copains d'une manifestation qui partait de République et qui allait au Père-Lachaise, quoi. C'était l'enterrement des victimes de Charonne. Ça a été la manifestation la plus importante que j'ai vécue. C'était 1 million de personnes dans la rue. C'était horrible. C'était poignant. Et quand on voit ça, on se dit on ne peut pas perdre. On ne peut pas perdre, mais voilà. On ne peut pas perdre donc ces idées, ce refus de l'injustice. Voilà. Ne peut pas perdre. Ne peut pas perdre. Mais petit à petit, ça s'érode et puis voilà. Pour toi, cette question de l'injustice, tu mettrais ça dans les valeurs fondamentales du comment est-ce qu'on doit vivre ensemble ? Oui, absolument. Ça, c'est sûr. Ça, à côté de liberté, égalité, fraternité, ah oui. Il y aura un combat contre l'injustice. Absolument. L'injustice, c'est pas l'injustice, c'est pas judiciaire, c'est pas ça le problème. C'est l'injustice contre la misère, contre c'est contre tout ce qui peut dénaturer un homme. Je veux dire que l'injustice contre les bateaux qui font naufrage en Méditerranée, c'est contre même dans cette période de Covid, on a encore dit à la télé que les riches se sont enrichis encore plus que les années précédentes. Dans cette année de misère pour tout le monde, où ça a été tellement dur, quand on a un président de la République qui dit que le pays a été sauvé par des gens qui sont maltraités, mal payés. Il le dit. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Rien. Mais vraiment rien. Les riches sont encore plus riches qu'ils l'étaient avant. Et c'est contre ça. C'est contre ça que je peux pas. C'est épidermique. Ah bah oui, c'est épidermique, c'est sûr. Moi, je veux pas dire que j'ai été malheureux. Non, j'enregistre que le son, mais j'ai l'image devant moi. C'est physique. Mais je peux pas. Moi, j'ai jamais été malheureux. J'ai jamais été dans la misère. J'ai eu un beau métier. J'ai été correctement payé. Les ouvriers du livre étaient correctement payés. Ils se sont battus pour ça. C'était pas une vue de l'esprit. Il y a eu des mouvements, des mouvements dans le syndicat où on a vraiment été fort. Et le fait qu'on soit puissant, qu'on soit un syndicat unique presque dans la presse, ça a aidé. Donc on a été bien payé et moi je me plains pas. On a bien vécu et on vit, enfin moi je vis bien, voilà, ça va. Mais je vois en dessous les gens qui sont dans la misère, qui vont dans les banques alimentaires, qui font un pays comme la France, où on est un des pays les plus riches du monde. On voit nos étudiants qui font la queue pour aller chercher de la bouffe. On voit les étudiants qui crèvent de faim. Hier soir à la télé, il y avait un film de Miller. Il montrait les étudiants pendant le confinement. Il disait que 70% des étudiants en France ont au moins fait la queue une fois pour aller chercher de la bouffe. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et on laisse nos jeunes dans cet état-là. Je veux dire que s'ils ont de la mémoire, j'espère qu'ils se rappelleront. J'espère. C'est possible que ça laisse quelques traumas. Bah oui. Il y a beaucoup de pays riches dans le monde. Et pourtant, ça, on le voit dans tous les pays du monde. Pourquoi ? Est-ce que finalement, ce besoin d'injustice, c'est pas ce besoin de justice et de combattre l'injustice, est-ce que c'est pas une vague utopie ? Alors c'est une vague utopie. Non, c'est pas une utopie. J'ai un terme qui me plaît bien. Moi. L'utopie, c'est pas l'arrivée, c'est le départ. C'est ça, l'utopie. Oui, mais c'est pas le but. L'utopie, c'est pas le but, c'est le départ. L'important, c'est de se mettre en mouvement. C'est là où ça commence. L'utopie, c'est ça, c'est là où ça commence. Mais oui, parce que cette idéologie de l'argent, elle a toutes les cartes maîtresses en elle. Elle dirige toutes les sociétés. Elle dirige toutes les sociétés. La seule société qui n'était pas dirigée par elle, c'était l'autre côté du rideau de fer, quoi. C'était les pays socialistes. Alors, je ne dis pas que tout était parfait dans ces pays-là, mais il n'y avait pas de famine, il n'y avait pas de ça. Les gens, ils vivaient peut-être pas très bien. La liberté, c'est un beau drapeau, mais ils vivaient peut-être pas très bien. Mais l'idéologie, là, comme elle est là maintenant, dans tous les pays, elle est pareille.
c'est le même système qui dirige tout. La misère pour les pauvres et la richesse pour les riches. Et c'est ce dogme qui dirige quasiment la majorité, qui dirige la majorité des pays dans le monde. Quelquefois, il y a des révoltes, il y a eu le Chili, il y a eu et puis ça recommence. Et puis ça recommence. Ça a été très vite réprimé par l'armée. Il y a un petit pays qui résiste, c'est Cuba, mais ils vivent. Comment on peut admettre qu'un grand pays comme les États-Unis organise un blocus contre les îles comme contre Cuba? Enfin. C'est quoi ça? C'est même pas 10% de la population américaine. Hein, comment on peut admettre, comment les États qui se disent libres peuvent tolérer qu'un pays organise la vie dans un autre pays comme ça? C'est intolérable. Parce que la liberté est liée au libéralisme. Et que le libéralisme est forcément impérialiste. Oui, mais là, justement, à partir du moment où tu as fait cette démonstration, il n'y a plus la liberté. Entre le libéralisme et la liberté, c'est pas ça. La liberté, ils l'entendent comme la liberté du renard dans le poulailler. On est bien d'accord. C'est la grande liberté, ça. Hein. On est là pour dépouiller les autres. Et ça se fait au niveau mondial. Alors, ça se fait au niveau mondial. Moi, je ne sais pas, mais Renault fait fabriquer ses voitures en Roumanie, et maintenant, Dacia fabrique ses voitures électriques en Chine. C'est que il y a toujours un pays qui sera, pour les capitalistes, il y a toujours un pays qui sera moins cher que les autres. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et ils en profiteront toujours. Et c'est toujours l'exploitation des plus pauvres. Toujours. Alors justement, là, tu parlais des plus riches qui sont encore plus riches après cette crise Covid. Et ces riches-là, justement, se partagent le gâteau de ce qu'est la presse et les médias en France. Ils se partagent la presse écrite, les radios, les télés. Comment tu as vu donc, tout au long de ta carrière et encore aujourd'hui l'évolution de ce milieu de la presse et même l'évolution de ce qu'on appelait à l'époque, à juste titre, ce qui aujourd'hui serait peut-être plus discutable, le quatrième pouvoir, le contre-pouvoir et quatrième pilier de la démocratie. Comment tu regardes et comment tu juges cette évolution de la presse? C'est très récent. En fait, la presse libre et démocratique, issue de la libération, c'était pas ça. Effectivement, il y avait des groupes de pensée qui avaient des journaux. Il y avait le Parti communiste qui avait l'Humanité. Il y avait eu des groupes. Il y a eu un groupe autour d'Astier de la Végerie qui avait un journal qui s'appelait Combat. Il y avait les socialistes. Après, il y a eu Libération. Le Figaro, c'était le journal des riches, c'est le journal des capitalistes. Donc c'était comme ça. Et c'est pas si vieux que ça. Il y a 10-15 ans où les riches se sont dit, non seulement il faut qu'on ait les moyens de production, mais il faut aussi qu'on gagne le combat des idées. Et actuellement, il y a 3 ou 4 milliardaires. On peut les citer, c'est Arnault. On les connaît de Bernard Arnault, Bolloré. Xavier Niel. Qu'est-ce qu'il y a encore? Dassault, le Figaro. Et puis il y a Pinault. Drahi de BFM. Et alors, ils ont tous les moyens de communication. Drahi, c'est SFR. C'est SFR. Il a BFM. Arnaud, il a qu'est-ce qu'il a, Arnaud? Arnaud, il a presque plus rien. Il est en train de tout démanteler. Tout démanteler. Mais ils ont acheté tout. Ils ont acheté tous les journaux. Et Bolloré qui Bolloré a maintenant, c'est Canal+, c'est News, et puis c'est Europe 1 maintenant. Europe 1 maintenant. Et on voit à quelle mesure il mène ces journaux. Et c'est News qui est aussi magazine papier gratuit distribué dans le métro à Paris, à Lyon, dans les grandes villes qu'on est métro. Parce que donc c'est une force de frappe qui est colossale. Absolument, la presse c'est colossal parce qu'ils ont les radios, la télé et les journaux.
Et quand il traitait les communistes ou l'humanité de propagande, là, c'est un autre, c'est un système qui est vraiment à un autre étage. Hein. Et voilà. Et c'est pareil partout. C'est pareil partout. Ils ont des journaux dans tous les pays. Enfin, je dis pas eux, mais dans tous les pays, il y a les forces d'argent qui achètent les journaux pour modifier les idées, pour engranger petit à petit dans les esprits que après tout c'est le meilleur système et qu'on voilà, peut et pas que c'est avoir. normal, Et que c'est normal. Riches, que c'est normal qu'il y ait des on peut pas en avoir d'autres. Donc pour toi c'est clairement lié. Donc ces milliardaires achètent la presse pour la propagande, pour une propagande et installer ces idées-là, et du coup. Donc pour se conforter et garder leur place, donc c'est de là clairement que vient la droitisation du débat public et même de la société. Bien sûr, bien sûr, c'est ça. C'est assez effrayant parce que du coup c'est de là que peuvent apparaître des paroles et des discours comme celui de Zemmour. Absolument. Absolument. Quand j'entends Zemmour qui veut réhabiliter Pétain, mais on rêve, on croit rêver. On croit rêver. Et pourtant, parce que maintenant ça fait réagir beaucoup. Mais dans 5-10 ans, qu'est-ce que ça fera ça ? Oui, et puis là, on peut rappeler qu'il a été condamné quand même pour ça, mais bon, il continue, hein. Ouais. Il continue, il change pas. Oui, et puis il a pas démenti. Il n'est pas revenu sur ses propos. Il n'est pas revenu sur ses propos. Donc, Et ça, c'est possible parce que CNews appartient à Bolloré. Mais bien sûr. Il a micro ouvert partout. Partout. Même avant qu'il soit candidat, officiellement, il avait déjà des micros partout. D'après ça, c'est un peu effrayant, mais ça veut dire qu'on peut absolument rien faire contre cette machine infernale qui est en route. Nous, petites gens de la classe moyenne, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut pas faire grand-chose. Sinon réfléchir. Et lire un peu et réfléchir, mais on est imprégné par les idées dominantes. Alors est-ce que on peut pas effectivement lire, se renseigner, réfléchir, mais aussi parler et un petit peu comme tu le fais là dans cet entretien, du coup se raconter pour essayer de dégager notamment des valeurs fondamentales. Bah oui, c'est ce que j'essaye de faire. Autour desquels on doit se réunir. Et dans ma vie, c'est comme ça. Moi, ma vie tourne autour de mes idées quand même. Je veux dire, j'ai pas. Oui, on peut dire que t'es un gars assez cohérent. Oui. Alors justement, donc dans ce rapport avec le grand patronat, dans fin des années 70, il se passe quelque chose au journal auquel tu travailles, Le Parisien Libéré, donc on peut dire qu'il est aujourd'hui Le Parisien aujourd'hui en France. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc il y a un certain monsieur Amaury qui rachète le journal. Oui, enfin moi je travaillais pour Le Parisien Libéré. Il se trouve que Amaury, je l'ai connu presque 2 fois. La première fois, c'était mes parents, qui étaient des gens simples et pas très riches, étaient concierges. Et donc, ils étaient concierges dans une maison, dans un quartier de Paris, le 6e arrondissement. Et ils étaient concierges dans un immeuble de 5 étages. Et il y avait 5 locataires. Un locataire par étage, c'est déjà la grande classe. Oui, ce ne sont pas des petits apparts dans les immeubles par là-bas. Non, dans cet immeuble, il y avait au 2e ou au 3e, pas au 2e, au 2e c'était un cabinet d'avocats, je crois, mais au-dessus, il y avait monsieur Amaury, Émilien Amaury, qui était le fondateur du journal Le Parisien. Pas le fondateur, le repreneur du journal Le Parisien de l'époque. Et il vivait là avec sa femme et ses enfants. Et donc, mes parents étaient concierges. Je ne sais pas à quelle occasion, mais mon père chez Amaury, lui avait trouvé un petit boulot donc au Parisien Libéré. Il était ce qu'on appelle le grouillot, c'est-à-dire qu'il avait un petit bureau d'un étage et il allait de bureau en bureau distribuer le courrier, les lettres. C'était un journal, donc tiens, tu portes ça à la rédaction, tu portes ça à la composition, tu portes ça. Enfin, c'était comme ça. Et il se trouve que, je ne sais pas pourquoi, mais ma mère... mais quand tu parles de ta mère, pour que ce soit bien clair dans le propos, quand tu parles de ta mère, c'est du coup ta belle-mère... ma marâtre. Ma marâtre, j'aime bien le terme. Et donc, c'était donc la femme de mon père ils m'ont élevé, elle m'a élevé, et donc... oui, pour ça, c'est... Voilà. Bon. Et donc...
elle s'engueule avec Madame Amaury. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que l'escalier était pas bien stické ou parce que Madame Amaury avait fait du bruit, parce que les concierges à l'époque, il fallait pas, c'était eux qui tenaient les clés de la porte et on sonnait, on tirait le cordon encore à l'époque, hein, en pleine nuit. Et les gens rentraient, ils sonnaient et les concierges étaient chargés d'ouvrir la porte. Et donc, peut-être ou une réception de la maison, j'en sais rien. Mais Madame Amaury n'avait pas de double des clés. Non. Et donc, non, c'était pas la peine. Il y avait la concierge qui était là, jour et nuit. Donc, c'était pas la peine d'avoir les clés de l'immeuble. Donc, je sais pas pourquoi ils s'engueulent, voilà. Et le lendemain de l'engueulade, mon père a été viré du Parisien libéré. C'est comme ça. C'est voilà. Alors là, tu vois, quand on parle d'injustice, injustice, voilà, de grands patrons tout puissants, patron tout puissant, il a quand même pris le temps de virer mon père, quoi. Je veux dire qu'il aurait pu dire à sa femme, tu m'emmerdes, laisse tomber, quoi. Mais non, même pas. Et donc, il a été licencié ce jour-là. Mais ça, c'était l'histoire où j'étais jeune. Oui, voilà, parce que tu as recroisé Monsieur Amaury après, mais juste pour enfin, c'est un acte sans conséquence pour lui, parce que ça a absolument rien changé à sa vie que ton père travaille ou pas au Parisien libéré. Par contre, pour une famille comme vous, quand même d'une classe sociale assez basse, modérée, c'est un tsunami. Parce absolument. Que, concrètement, perdre son emploi, c'est comme maintenant. Perdre son emploi, c'est une catastrophe, quoi. Donc, je pense que mon père a retrouvé du boulot après, mais c'est toujours des boulots de manœuvre. Mon père, il a toujours travaillé comme ça, quoi. Il a retrouvé des places. Je crois qu'il était livreur ou un truc comme ça. Donc, moi, après, je travaillais dans la presse. Et Monsieur Amaury, qui est le patron du Parisien libéré, décide un jour de se passer du syndicat du livre et d'imprimer ses journaux avec des ouvriers qu'il aurait embauchés lui-même. Et certains syndiqués FO qu'il avait recrutés, et puis également d'imprimer ses journaux en partie à l'étranger et en province. Enfin, il essaye. Donc, c'est un conflit, le conflit du Parisien libéré, qui a duré quasiment 3 ans. C'est énorme, 3 ans de grève. 3 ans de grève. Les ouvriers du Parisien libéré se sont mis en grève. Et pendant 3 ans, le reste des ouvriers de la presse parisienne... les gars de Libération, du Monde, du Figaro, de l'UMA... leur ont assuré un revenu. 10% des salaires des ouvriers des entreprises de presse qui travaillaient, 10% du salaire ont été versés tous les mois. Donc une cagnotte qui était destinée à payer les grévistes pour qu'ils puissent assurer leur grève. C'est incroyable. Voilà. Aujourd'hui, là, on est dans un autre monde. Là, on est dans un autre monde. Infaisable. Il y a eu des grands mouvements de solidarité. Après la guerre, il y a eu la grande grève des mineurs, on a appelé. Et là, c'était une solidarité nationale où il y a eu des quarts entiers d'enfants de mineurs qui ont été dans des provinces pour... les gens recevaient les enfants pour leur passer des vacances agréables et tout ça. Mais c'était dans la France entière, ça. Mais là, c'était les ouvriers de la presse parisienne qui ont versé 10% de leur salaire pendant quasiment 3 ans pour que les ouvriers du Parisien libéré puissent arriver à se défendre. Et toi, du coup, tu as participé évidemment à cette lutte pendant ces 3 ans. Donc on est dans les années 76-78 à peu près. En plus du travail qu'on assurait normalement dans notre journal, on était volontaire pour participer à des actions. Et des actions du genre assez violentes, un peu musclées. On a battu personne, mais on arrêtait les camions de journaux du Parisien. On faisait des manifestations dans toute la France. On a arrêté le Tour de France à un moment. On a escaladé les tours de Notre-Dame. On a occupé le paquebot France qui était sur le quai de l'Oubli au Havre, il était là, donc on a occupé le bateau. Il fallait qu'on fasse parler de nous pour gagner cette bataille. Et puis il y avait un vrai sens de la communication et j'imagine un relais aussi dans la presse, des autres des collègues, c'était obligé, des confrères des journaux. Il y a eu des opérations ponctuelles dans les journaux télévisés où on envahissait le studio pour qu'on parle de nous.
Donc là, ils étaient bien obligés de parler de nous, puisqu'on était là. C'était qui le présentateur à l'époque, fin des années 70 ? Je sais pas. Je sais pas, peut-être El Kabash ou... je sais plus. Voilà. Mais il y avait des syndicats, et même parmi les journalistes, il y avait des grandes plumes qui étaient syndiquées CGT et qui nous voyaient quand même d'un bon œil, heureusement. Quand même. Il n'y avait pas que des antis. Aujourd'hui, ça paraît complètement impossible, notamment parce qu'on a l'impression de voir une concurrence entre Libération, Le Figaro. Mais pourquoi ça a changé en si peu de temps ? En plus, là, on parle de 40 ans. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout s'atomise comme ça, là ? Parce qu'il y a eu... la presse papier a perdu beaucoup de pouvoir. La presse papier, la publicité s'est transportée sur les médias, ouais. La radio, la télé, ça s'est transporté. La publicité, c'est ce qui faisait vivre un peu les journaux. Maintenant, tous les journaux, je l'ai dit, tous les journaux appartiennent à des groupes industriels. Il n'y a que 2 journaux libres, quand je parle de journaux, je ne parle pas des journaux de province, parce que là c'est une autre organisation, mais à Paris, il n'y a que 2 journaux, je dirais, libres, c'est avec l'Humain et la Croix. Canard. Non, le Croix et la Croix. Non, parce que je parle des quotidiens. Ah oui. Le Canard, quotidien, ouais. Le quotidien, c'est l'hebdo. Hein. Le Canard, c'est l'hebdo. Donc voilà, c'est l'Humain et la Croix. La Croix qui appartient au groupe Bayard Presse quand même. Mais bon, c'est tout à fait respectable. Hein. Ils ont leur... Et donc voilà, tous les autres appartiennent aux industriels. Alors tout à l'heure, on disait pourquoi les industriels s'intéressent à la presse. Mais parce qu'il faut imprégner les esprits. C'est un moyen d'imprégner les esprits. Alors, il y a la presse, mais il n'y a pas que la presse. Puis maintenant, la télé, c'est le même système. Hein. Oui, puis c'est la même logique. Et on déplore souvent la dégradation de la qualité rédactionnelle, notamment, de cette presse écrite. Et clairement, en quelques années, Le Monde, par exemple, on peut dire que c'est plus que c'était. C'est lié à ça ? Alors sûrement, oui. Alors c'est plus que c'était. Ça reste, comme ils disent, le journal de référence. Mais je veux dire, les journalistes du Monde sont quand même des gens qui réfléchissent, je veux dire, et mais ils ont quand même des patrons, c'est des industriels. Hein. Mais parce que là, ce qui est sous-entendu, c'est que ces journalistes, justement, ils pourraient pas dire ce qu'ils veulent, ils pourraient pas faire ce qu'ils veulent, ou alors ils sont là parce qu'ils pensent certaines choses et ils sont là parce qu'ils sont idéologiquement compatibles. Voilà, moi j'ai fini ma carrière au Monde et comme j'étais délégué, on pouvait pas me mettre à la retraite un peu comme les autres, et quand c'est le comité d'entreprise qui décide. Et donc, quand je suis parti du Monde, je leur ai dit, vous avez trempé vos plumes dans la même encre que les autres. Vous avez trempé votre plume dans la même encre que les autres. C'est plus le Monde de Beuve-Méry, c'est pas vrai, c'est pas ça. Ils sont comme les autres. Ils sont dans l'air ambiant, dans le courant. Alors je dis pas que mais je pense que ils écrivent ce qu'ils pensent. Hein. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que là, en disant ça, tu dis pas non plus tous pourris. Non. Faut quand même bien mesurer la chose, bien comprendre la nuance. Je dis pas qu'un journaliste au Figaro, il est pourri. Il défend ce pourquoi il a été embauché. Quoi. Je veux dire, il écrit un peu ce qu'il pense quand même. Donc voilà, en fait, Alors en plus, comment je pourrais dire, dans un grand journal comme le Figaro, il y a 3-4 personnes qui sont à la direction du journal au niveau rédactionnel. Et ces gens-là, ils pensent vraiment ce qu'ils écrivent. Ils ont des opinions politiques et ils les expriment. Mais en dehors de ça, ils ont peut-être, 40, 60, 80 personnes autour d'eux qui doivent écrire des articles. Or, on leur fournit quoi ? On leur fournit des dépêches, on leur fournit des photos, on leur dit à peu près ce sur quoi ils doivent écrire. Et puis c'est tout, quoi. Donc les journalistes qui allaient sur place pour détailler, pour tout, ça n'existe plus.
ou très très peu. Ça existe dans ce qu'on appelle les journalistes d'investigation. Et ben, quand ils font un livre ou un truc comme ça, les gens tombent de la fenêtre parce que ils ont plus l'habitude. Ils ont plus l'habitude. Alors, le scandale des Panama Papers, tout ça, Assange là qui est encore en prison. Julian Assange, qui a dénoncé les turpitudes des Américains. Il est en prison à Londres. Il est menacé s'il retourne aux États-Unis, il est condamné à 150 ans de prison. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on ne peut pas. Ces gens-là, ils ne sont pas très défendus. Hein. Ils sont pas très défendus. Hein. C'est la politique qui commande. Hein. Pour toi, il y a une parole dans le débat public qui manque ? Oh oui, je crois qu'il y a une parole qui manque, mais on peut aller la chercher. Je veux dire que l'humain, ça existe toujours. Il y a des gens qui se battent. Je sais pas. Même sur Internet, on peut trouver des choses. Mais du coup, ça reste marginal, ou en fait, sans avoir accès aux médias et à la publicité mainstream, quoi. Non, il y avait une grande émission sur France Inter, c'était Là-bas si j'y suis, où on parlait vraiment des gens. On parlait des gens. Et ben, elle a été virée, cette émission. Oui. Elle existe toujours sur Internet, hein. Ça vaut le coup d'aller voir. Daniel Mermet. Daniel Mermet, c'était quand même une grande émission. Moi, j'étais rattaché à cette émission. Elle a changé d'horaire parce qu'au début, elle passait en fin d'après-midi. Ils leur passaient en début d'après-midi parce que ça dérangeait. Puis ils ont fini par la supprimer. Mais Là-bas si j'y suis, on tape Là-bas si j'y suis sur Internet, on retrouve. Hein. Je savais pas que ça continuait. Oui. Bien sûr. Et puis, il y a un grand journaliste de cette émission, c'était François Ruffin. François Ruffin, qui est maintenant député. Et puis, sur Internet, on retrouve... on tape François Ruffin, on retrouve toutes ses interventions à l'Assemblée nationale. Et elles ne sont pas piquées des verres, ça vaut le coup. Alors, avec son intonation à lui et ses façons de faire à lui, mais ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Alors, du coup, tu le disais, en 94, tu pars à la retraite. Alors, je ne pars pas à la retraite. C'est une autre histoire, ça encore. Je ne pars pas à la retraite. Alors. En fait, les patrons de presse commencent avec l'arrivée de l'informatique. L'arrivée de l'informatique, c'est en 78 dans les entreprises de presse de la presse parisienne. C'est en 78. Et puis, petit à petit, comment dirais-je, ça facilite le boulot, c'est sûr, hein, c'est sûr. Et les ateliers de typographie se réduisent comme peau de chagrin. Donc, on fait partir les gens, ce qu'ils appelaient à l'époque le plan FNE. On partait à 55 ans. Et alors, là, je me suis battu contre ça, comme c'est pas possible. Mais il y a eu un accord entre les patrons et les syndicats. Et départ à la retraite à 55 ans. Alors, je me suis battu contre ça parce que moi, je pensais que justement, les typos pouvaient se transformer, non pas en journalistes, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a une armée, dans tous les journaux, il y a une armée de secrétaires de rédaction qui sont mal payés et tout ça. Alors, ils n'ont pas les salaires qu'on avait nous, c'est sûr. Hein. Ils sont beaucoup moins bien payés et ils savent le boulot qu'on faisait. Ils savent faire. Donc, petit à petit, le travail de la typographie est passé aux mains de ces gens-là. Et moi, je pensais qu'à l'époque, il y a certains typos qui pouvaient, surtout les jeunes, et ils pouvaient justement devenir secrétaires de rédaction. Se convertir. Seulement, eux, ce qu'ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas que dans les ateliers de journalistes, il y a des gens à la CGT, hein, c'est sûr. Il y en avait. Même dans les secrétaires de rédaction, il y avait des gens syndiqués à la CGT. Mais les ouvriers du livre, au syndicat, dans les salles de rédaction, ils n'en voulaient pas. Donc, moi, je me suis battu contre ça, mais malheureusement, j'ai été victime comme les autres. Enfin, victime. Il y avait beaucoup de copains qui étaient contents de partir, mais moi, je me suis considéré comme une victime. Et on m'a dit, à 55 ans, tu quittes le métier. Et pendant les 5 ans, puis la retraite était à 60 ans à l'époque, oui, on parle de l'amener maintenant à 67, ben voilà. Donc, c'était à 60 ans, donc de 55 à 60 ans,
eh ben, j'ai été payé normalement, quasiment normalement, et par l'État. Et par l'État, bien sûr. C'est pas les ouvriers, c'est pas le monde qui a Parce que qui a cet payé. accord avec les syndicats, et du voilà. coup, c'est une retraite anticipée, une retraite à taux plein à taux anticipée. plein anticipé. C'était pas la retraite, c'était le chômage. Ah ouais. On était payé quasiment normalement, et à 60 ans, on pouvait prétendre avoir droit à la retraite, et on partait à 60 ans à la retraite. Donc c'est Mais pas en pendant 5 ans, 94, mais en 99 que tu partais à la retraite. Voilà, voilà, absolument, à 60 ans, pas avant. Mais entre 94 et 99, ben, j'ai été payé, voilà. Et t'étais toujours syndiqué? Oui, bien sûr. Donc tu continuais, tu travaillais plus là-bas. Je travaillais plus, mais j'étais quand même actions. à cotiser au syndicat. Oui. Je faisais moins d'actions, j'avais vieilli, j'étais près de 60 ans, je faisais moins d'actions. Alors aujourd'hui, du coup, à 80 et des poussières années, quand tu regardes tout ça, que tu regardes l'état du monde dans lequel on vit, tu l'as dit, tu as des enfants, des petits-enfants. Qu'est-ce que tu te dis sur ton histoire et comment elle résonne dans le monde aujourd'hui? Ben, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pas perdu l'espoir, mais il est dur à garder intact. Ah oui, il est bien frêle maintenant. C'est vraiment un frêle espoir. Il a été éprouvé. Mais je pense qu'un jour, ça va craquer. C'est pas possible. Tu crois encore? Ah oui, je crois que. Et tu paries sur quoi, toi, la génération de tes enfants, la génération de tes petits-enfants qui verront ça? On sait jamais. On sait jamais comment ça peut arriver. Ça peut être demain comme dans 150 ans. Ça peut être demain. Il y a des comment dirais-je, il y a des dictatures qui sautent, et puis voilà, c'est bizarre. Mais là, c'est quand même un système qui est quand même vachement pourri quand même. Ouais. C'est immonde, mais c'est entré dans les mœurs. C'est entré dans les mœurs. Maintenant, c'est un peu ce qu'on a connu nous dans les années 50, 60, 70, c'était la camaraderie, on était content d'aller voir les potes au boulot, de travailler, on était content. Maintenant, c'est chacun pour soi. Ça, en fait, comme si on avait perdu du sens. Ah oui, c'est sûr. Maintenant, l'ordinateur, on est devant son ordinateur, on travaille, on s'occupe pas de ce que fait le copain à côté. Alors que nous, on avait des métiers où la solidarité était essentielle. Et qu'est-ce qui te donne la force de garder le sens aujourd'hui? Oh, je veux pas me rogner, je veux pas vieillir je veux pas devenir un vieux con. Voilà. C'est l'intégrité. Bah oui, je veux pas changer d'avis, pas. Je veux dire. Alors les copains me disent ouais, mais tu lis l'humain. Bah je dis oui, c'est le conte au poison. J'écoute aussi la télé. Hein. Alors bon, c'est un peu comme ça, quoi. C'est pour te nettoyer l'esprit après avoir allumé ta oui. télé. J'ai besoin de ça. Ma femme pourrait dire que des fois je me mets en colère devant la télé. Je me mets jamais en colère quand je lis l'humain. Oui, non, mais c'est vrai que voilà. tu peux réagir vite à certaines choses. Certaines choses. Et puis, comme on disait tout à l'heure, c'est épidermique, c'est inscrit dans toi. Ah oui, oui. Il y a une anecdote, mais qui est plus qu'une anecdote, un passage de vie sur lequel on ne s'est pas attardé tout à l'heure, et j'aimerais bien, si tu veux, qu'on y revienne. C'est il y a 2 ans, justement, quand tu retrouves celle que tu appelles ta grande sœur. Comment ça se passe? Donc tu reçois le courrier d'un homme que tu ne connais pas. Voilà, alors on reçoit un courrier d'un monsieur qui habite en Lorraine. Il me dit voilà, je suis à la recherche d'un jeune enfant juif né en 39 qui s'appelle Robert Lévy. Et est-ce que ça peut être vous? Bon, on se pose un peu les questions. Il me dit, j'ai fait une recherche, j'ai demandé un extrait de naissance avec les notes marginales, et vous êtes à Champagney-en-Vanoise, et vous vous êtes marié l'année dernière à Champagney-en-Vanoise. Donc il me dit, est-ce que c'est vous, le petit garçon que je recherche depuis les années 39, enfin, qui est né en 39. Il dit, moi, je recherche ça au nom d'une dame qui a 87 ans maintenant, et qui s'appelle comment? Monique, et qui est donc
la fille avec qui vous avez été protégé pendant la guerre. Ça, dès le premier courrier... Non, il me dit pas ça. Il me dit, voilà, je cherche un enfant qui... Ouais. Et donc, il me dit, vous avez été pendant la guerre... il m'a dit, alors, je reçois ça, c'est un peu court, mais c'est un peu court. Et il me dit, et donc, il me donne son numéro de téléphone, et le téléphone de Monique. Donc je l'appelle au téléphone. Il me dit, mais est-ce que c'est vous ? J'ai dit, oui, je me suis marié l'année dernière, oui, marié à 80 ans. C'est sympa quand même, heureusement. Et puis pour le coup, c'est un peu original. Donc c'est original, voilà, c'est original. Et puis, il me dit, j'ai votre extrait de naissance, et dans les marges, j'ai marqué « marié à Champagny, à Vanoise, le 24 août de l'année dernière ». Et donc, je lui dis, bah oui, ça semble bien être moi. Donc voilà, je lui dis, mais pourquoi vous voulez que... Elle me dit, voilà, parce que j'ai un ami qui vit dans le Cantal, et que je fréquente, un ami, et au cours d'une soirée, là, comme ça, sa mère, donc Monique, m'a dit, je voudrais bien retrouver Robert. C'est un petit garçon que j'ai connu pendant la guerre, ma mère l'a protégé. Ma mère, quand ses parents ont été arrêtés, ma mère l'a pris sous son aile et on l'a protégé jusqu'à la fin de la guerre. Et elle lui a dit à ce monsieur, je voudrais bien... ce qui m'inquiète, je voudrais savoir, c'est d'abord s'il est vivant, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, et s'il est heureux. C'est un peu les trois mots qu'elle a dit. Et c'était tellement émouvant que ce monsieur a dit, écoutez, moi je vais essayer de faire des recherches. Et il a fait des recherches, il a été se renseigner, il a été au mémorial de la Shoah, il y avait un organisme, l'OPEJ, l'organisation de protection des enfants juifs, qui pendant la guerre déjà aussi avait œuvré, et qui est toujours en action, mais maintenant elle s'occupe plus des orphelins et tout ça, c'est plus voilà. Et donc... il me dit, si je peux, elle dit à cette dame, je vais me renseigner. Donc par là, il a un peu ma date de naissance, l'endroit où je suis né, et là, il me contacte. Donc quand on reçoit cette lettre, on pense un petit peu à un canular, un peu, quoi. Mais pourquoi pas, donc on téléphone. Et ce monsieur m'indique toutes les démarches qu'il a fait. Et il me dit, écoutez, maintenant, il faut que... vous voyez, quoi, avec Monique. Et effectivement, et ça a été des retrouvailles d'une émotion extraordinaire. Avec mon épouse, on était en vacances à Sète, et on se dit, en remontant, pour remonter en Savoie, je penserais bien voir cette dame, Monique. Et donc, avec ma femme, on prend une chambre d'hôte, pas loin, parce qu'ils sont dans le Cantal, un peu au-dessus de l'Aurillac. Et donc, on prend une chambre d'hôte pas loin, puis on se dit, on va pas les déranger, on ira les voir, simplement. Donc, on monte, on va déposer nos bagages à la chambre d'hôte, et puis on revient les voir l'après-midi. Et c'est extraordinaire. On était attendus comme des enfants de la famille. C'était extraordinaire. On arrive en voiture, c'était un petit hameau, il n'y a pas de nom de rue, il y a peut-être une quinzaine de maisons. Et elle m'avait donné l'adresse exacte, donc avec le GPS, on se débrouille, on y arrive bien. Et on arrive au ralenti dans le hameau, puisque on ne savait pas, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien, on ne savait pas où il fallait s'arrêter. Et quand on arrive, on passe devant la maison, tout le monde nous fait des grands signes, c'est là, venez. On a été accueillis, ma femme et moi, comme des enfants de la famille. C'était extraordinaire. Elle t'a reconnu tout de suite ? Je sais pas. Physiquement, sûrement pas, parce que je ressemble pas au gamin que j'étais. Mais moi non plus, je l'ai pas reconnu vraiment. Mais après, il y a des détails qui trompent pas. Enfin, je veux dire, elle a raconté des choses que je connaissais, des choses où j'habitais, comment était la rue. Elle habitait dans une rue à côté. Enfin bon, elle m'a raconté des choses. Et moi, c'est là où j'ai un peu reconstruit cette période. Moi, j'avais tiré un trait. À mon âge, je me dis, je vais plus m'occuper de ça. Je pourrais jamais retrouver. Il y a l'histoire d'une cicatrice aussi. Oui, l'histoire d'une cicatrice. Moi, maintenant, je porte la moustache, mais à l'époque, elle me disait, mais Robert, il me rappelle, il avait été blessé, il était tombé
apparemment, ma mère m'avait fait tomber, pas fait tomber, mais un peu lâché sur du carrelage, et je m'étais ouvert la lèvre, enfant. Et elle me dit, mais Robert, il avait une cicatrice à la lèvre. Je dis, ouais, j'ai soulevé ma moustache, et effectivement, j'ai toujours cette cicatrice à la lèvre. Ça, c'est quand même des détails. On la voit pas, puisque j'ai la moustache dessus, mais c'est quand même des détails, c'est incroyable. En plus, elle m'a raconté les choses, c'est elle qui m'a raconté que le marchand de patates avait dit à la dame, le petit, là, c'est pas à vous, parce qu'à l'époque, il y avait des tickets de rationnement, donc la dame qui m'a sauvé était toujours en quête de nourriture supplémentaire, parce que moi, elle n'avait pas de ticket pour moi, bien sûr. Donc, le marchand de patates lui disait, mais c'est pas le vôtre, celui-là. Voilà, et puis un jour, il y a quelqu'un qui a écrit au commissariat, quoi. Et ça veut dire qu'il y avait des alliés quand même de cette protection. Le marchand de patates, il donnait une patate en plus ou il faisait la gueule. Hein. D'après ce qu'elle me dit, ouais. Alors c'est possible qu'il y ait aussi ça, mais bon, c'est ça, quoi. Quand tu te retrouves dans cette situation-là, donc là on est 78 ans à peu près après, quoi. Ouais. C'est énorme. Ah oui, c'est un coup au cœur. Hein. C'est un coup au cœur. Mais est-ce que tu as su quoi lui dire? Oh oui, je crois que oui. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à ce moment-là, à cette grande sœur que tu n'as jamais connue au final? Non, que j'ai jamais connue. Et puis, non, mais on a tellement été accueillis fraternellement, c'est incroyable. Et même par ses enfants de cette dame. Ces enfants nous téléphonent. Parce qu'ils connaissent l'histoire depuis toujours, j'imagine. C'était la légende du petit Robert. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle, Monique, a toujours parlé de moi à ses enfants. Toujours. Et depuis qu'on s'est retrouvés, elle n'en parle plus. On n'en parle plus. Alors, c'est vrai qu'on se téléphone, qu'on fait WhatsApp aussi, on se voit de temps en temps. Et l'année dernière, à Champagny, j'avais loué une maison entière, et puis toute la famille est venue. Cette dame, elle a 3 enfants, les 3 enfants étaient là, les petits-enfants étaient là. C'était assez extraordinaire. C'est un peu comme si elle, au crépuscule de sa vie, elle t'offre ce cadeau de l'aube de ce qu'a été ta vie à toi, que tu n'avais plus. Oui, absolument. Oui. C'est quand même un sacré... On reconstruit ça. Oui. Elle peut décrire l'endroit où on a été pendant la guerre, la ferme où on a été hébergé. Elle sait pas vraiment où c'est, mais elle se rappelle qu'il y avait de la vigne, on était sur les coteaux. Elle m'a raconté qu'une fois, les Allemands ont débarqué dans la ferme. Sa mère lui a dit, vite, monte dans les vignes avec Robert, cache-le. Donc on est monté dans les vignes en courant, en ayant peur. Voilà. En fait, les Allemands, ils venaient chercher du pinard, ils ne venaient pas chercher Robert. Ils venaient chercher. C'était ça, quoi. C'était ça. C'est quand même des anecdotes extraordinaires. Quand il pleuvait, tout ça, elle me gardait sous ça. Comme on était. Quand on était en train de garder les bêtes, elle me couvrait avec une grande capeline pour pas que j'aie froid et tout ça. Enfin, moi, j'étais un petit gamin. J'avais 5 ans. Est-ce que quand tu as redécouvert, tu as découvert et tu as pu mettre des images, des mots, des souvenirs sur cette partie-là de ta vie, tu t'es rendu compte à ce moment-là combien ça t'a manqué avant? Ah oui. En fait, c'est quand tu découvres ça que tu te rends compte à quel point ça te manquait. C'est sûr. Mais c'était. Je le sentais pas. J'avais vraiment tiré le rideau. J'avais vraiment tiré le rideau. Je suis parti comme ça, sans jamais savoir. Maintenant, je sais. Donc voilà, quoi. Je suis un peu un miraculé. C'est un peu extraordinaire. Maintenant que tu as reçu ce cadeau, tu as envie de donner de plus et de donner parce en échange pour remercier. Cette histoire a été racontée. Cette histoire, quand il y a eu cette réunion de famille un peu l'année dernière, il y a un journaliste que c'était un copain, quoi, du Dauphiné libéré qui est venu et qui nous a interviewés, Monique et moi. Et pour voir, on a eu donc un article dans le journal. Cet article a éveillé l'attention d'autres. Il y a un journaliste de Radio Luxembourg qui est venu aussi nous interviewer. Il y a, dans le Parisien libéré, aujourd'hui en France, il y a eu presque une page entière
sur ce qu'on a appelé les retrouvailles. Pas une page entière. C'est émouvant, quoi. C'est émouvant. 70 ans après, tu te rends compte? 70 ans après. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Ah oui, c'est vraiment extraordinaire. Dans le sens premier du terme. Oui. Et quel mot, allez, je t'en accorde plusieurs si tu veux, tu mettrais sur cette vie-là dont on vient de parler, cette vie aux multiples facettes, cette vie qui a traversé l'histoire du XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle? Non, je sais pas. Une vie ordinaire, parce que je sais pas. J'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai vu une vraie vie. Voilà, tiens, une vraie vie. Honnête, oui, bien sûr. Sincère, honnête avec toi-même. Honnête avec moi-même, autres. et puis honnête avec, j'espère un peu avec les autres. Bon, je suis pas... Il y a aussi sûrement des critiques à faire, mais bon... Voilà, quoi. Est-ce que par rapport aux époques, aux périodes qu'on a évoquées, que ce soit les années 40 ou même un peu plus tard, les années 60 ou 70, est-ce qu'il y a des livres ou des films que tu as pu croiser au cours de ta vie qui font écho très fort et très justement pour toi à ces années-là? Premier film, bien sûr, c'est Nuit et brouillard, bien sûr. René qui fait pour la première fois un film qu'il faudrait passer tous les ans à la télé, quoi. C'est extraordinaire. Et puis après, j'ai vu aussi pas mal de films sur la déportation, sur la résistance, la résistance, les maquisards et tout ça. Je me suis vraiment penché là-dessus beaucoup. J'aime bien, et puis surtout sur, ça n'a pas de rapport, mais peut-être l'histoire des Camisards, par exemple. L'histoire des Camisards, ça m'a passionné. Ça m'a passionné, l'histoire. Et puis, il y a des films, beaucoup. On parle beaucoup. Je crois que maintenant, les films sur la résistance, la déportation, on en voit quand même pas mal. Là, il y en a 2 qui viennent de sortir, là, qui sortent. Là, il y a une jeune fille qui va bien, là, qui va sortir, Sandrine Kiberlin, ouais. Qui raconte un peu sa vie. Et puis récemment, on a été voir Au revoir, Monsieur Hoffman. C'est beau, c'est bien. Et puis, la vie est belle, quand même. La vie est belle. Aujourd'hui, à 82, bientôt 83 ans, quel message tu aimerais adresser? Imaginons que j'ai une machine à remonter le temps. Tu me livres ce message et je vais le livrer au petit Robert quand il a 4-5 ans. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Confiance. N'aie pas peur. Et inversement, le petit Robert de 4-5 ans, qu'est-ce qu'il dit au grand Robert d'aujourd'hui? Je sais pas ce qu'il pourrait me dire. Raconte-moi, peut-être. Raconte-moi. Un dernier mot pour la route? Un peu ému, quoi. Un peu ému, un peu... Quand même. Moi aussi. C'est une vie un peu spéciale, quoi. Elle n'est pas finie, hein. Non, elle n'est pas finie. Merci beaucoup pour ta générosité, pour ton partage, pour ta confiance. Merci, Robert. Merci à toi d'avoir pris le temps de m'écouter. La Cabane des Secrets, une émission de Carnet d'Art Podcast qui vous a été présentée par la compagnie Caravelle, un programme produit par Antoine Guillot, réalisé par Jérémy Buatier. Retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous retrouver également sur Instagram et Facebook, sur carnetdart.com et sur lacompagniecaravelle.fr. Vous pouvez également nous soutenir en faisant un don défiscalisé sur Hello Asso en suivant le lien en description. Allez-y, cliquez. Cliquez sur le lien, vous verrez, ça va bien se passer. Merci beaucoup. Gros bisous.